Puis Béranger. Je le dis d'emblée, je ne ferai pas de lisier doux, comme mentionné par mon orateur avant moi. Je suis ici pour faire mon travail de député de l'opposition et je le ferai entièrement parce que j'ai été élu pour. Les années passent et avaient tendance à se ressembler, mais cette année, ce budget bat tous les records de l'irresponsabilité. Ce budget est un budget inflationniste. Les prix n'ont cessé d'augmenter et continueront d'augmenter. Statistics Mauritius confirme dans son bulletin sur le Consumer Price Index en avril 2024 que depuis fin 2019 jusqu'à mars 2024, le Consumer Price Index est passé de 103,1 à 137,6. Et même si le ministre parle de l'inflation globale qui est en baisse, notamment à la section 19 du budget, il reconnaît que l'inflation continue. Il dit juste que le taux d'augmentation des prix est un peu moindre que l'année dernière. Mais avec une augmentation des prix de 33,4% depuis fin 2019, peut-il vraiment se vanter? Ce budget est un budget qui continue d'hypothéquer l'avenir de nos enfants avec un niveau de dette attendu de 561 milliards. Le ministre dit fier que la dette publique relative au PIB est diminuée de 7,2%. Mais pourquoi ne donne-t-il pas le montant de la baisse de la dette publique par rapport au PIB en roupies? Pourquoi compare-t-il la dette avec le PIB? En prenant comme repère le PIB, le calcul est faussé. Tout le monde sait que désormais le PIB inclut le flux de devises qui entrent dans le pays à travers le secteur offshore. Il inclut l'argent que les investisseurs internationaux font transiter par Maurice, mais cet argent ne nous appartient pas. Donc, est-ce que ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle que de venir comparer la dette avec le PIB aujourd'hui, quand on sait que le chiffre du PIB a été gonflé? Ce budget est un budget qui persiste dans la voie de la dévaluation de la roupie, puisqu'il n'encourage pas la production locale et ne crée pas l'emploi. Tout le monde sait que plus nous importons, plus nous aurons besoin de devises. Il y a un manque de devises, donc celles-ci s'achètent plus cher, ce qui aggrave la dévaluation de la roupie. Nous importons 80% de ce que nous consommons. Et comme l'a bien rappelé hier mon collègue Reza Youtim au ministère de l'Agro-Industrie, en décembre 2023 jusqu'à mars 2024, les prix des légumes ont augmenté de 54,8% en 3 mois. Si la montée des prix des légumes importés s'explique par la dévaluation de la roupie, le ministre peut-il nous dire comment il explique que les prix des légumes produits localement ont eux aussi augmenté? On aurait attendu qu'ils viennent nous dire ce qu'il compte faire pour freiner ces augmentations non justifiées. Ce budget est un budget qui ne remédie pas aux problèmes de fond, qui ne propose aucune réforme structurelle ni nouveau pilier pour relancer l'économie. Et pour autant, qu'avions-nous pas entendu ces dernières années? Était annoncé après année. Merci, la personne qui a demandé un peu de silence. Un petit peu de respect, c'est bienvenu, parfois. Mais je sais que cette majorité ne connaît pas trop la notion de respect. Étaient annoncés année après année de nouveaux piliers supposés nous sauver. Celui des industries vertes, l'économie bleue, des hubs en tout genre, le biopharmaceutique, mais rien en réalité. Vous avez fait la population rêver. Et les gaieté, Cosmop et continuer. Avec certaines mesures dites environnementales, nous n'aurons bientôt plus assez de poissons pour pouvoir parler d'économie bleue. Les prix, y compris ceux des médicaments, continueront d'augmenter et nos jeunes continueront d'émigrer. Je viens parler d'ailleurs de la trahison qu'est ce budget envers nos jeunes diplômés. Alors que le gouvernement se vante d'avoir haussé le revenu minimum garanti à 20 000 roupies, de l'autre côté, il abaisse le seuil salarial pour obtenir un permis d'occupation à 22 500 roupies pour, dit-il, attirer les talents étrangers. De l'autre côté, il permet aussi aux étrangers avec 10 ans d'expérience professionnelle d'obtenir le permis d'occupation et travailler. Il permet aussi aux seniors retraités de travailler. Comment est-ce que nos jeunes diplômés sont supposés faire pour ensuite trouver leur place sur le marché de l'emploi? Comment sont-ils supposés pouvoir rivaliser avec ces talents étrangers qui gagneront tout juste 2 500 de plus que le revenu minimum garanti? Pas étonnant que 75% des jeunes préfèrent rester à l'étranger après leurs études. Qu'il s'agisse de l'abaissement du seuil salarial pour l'obtention des permis d'occupation ou la suppression des quotas dans les secteurs clés pour faciliter l'importation de la main-d'œuvre étrangère bon marché,
Le gouvernement, en réalité, a déclaré la guerre à l'emploi et aux jeunes diplômés. L'augmentation du revenu minimum garanti n'est qu'une parade pour cacher ces décisions qui libéralisent encore davantage le marché du travail et qui amèneront à un nivellement par le bas des salaires et des conditions de travail. Déjà dans l'annexe du discours du budget de l'an dernier, à la section B1, figurait toute une série de mesures pour faciliter l'accès à l'emploi pour les étrangers. Cette année, ce sont les secteurs de l'industrie manufacturière, la bijouterie, le port franc, ICT, agriculture, qui se voient enlever les quotas et obtenir des facilités pour l'importation des étrangers dans les paragraphes 75 à 78. Au profit de qui? Au profit des marchands de manœuvre et des nantis. Je le disais déjà l'an dernier, ce gouvernement réadapte et remet d'actualité un modèle économique injuste que nos tribuns ont combattu. Un modèle injuste parce que basé sur la main-d'œuvre bon marché et l'exploitation des plus vulnérables. En passant, j'aimerais qu'il vienne nous dire si les employeurs des travailleurs étrangers contribueront au PRGF, au Workfare Program Fund, au National Savings Fund et à la CSG. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que nos meilleurs éléments quittent le pays pour aller contribuer à la croissance des économies et des entreprises étrangères. Est-ce que ce gouvernement a conscience des répercussions de ce phénomène sur le long terme? Je ne pense pas. Il voit que le court terme. Il n'est intéressé qu'avec l'échéance électorale. L'échéance électorale répond à la politique, mais ne devrait pas devenir la pensée politique. C'est le plus grand signe d'échec de ce gouvernement, la perte de nos talents. La fuite en avant de la jeunesse mauricienne est la preuve incontestable du mal qui ronge ce pays. Et est-ce que cela inquiète le gouvernement? Est-ce qu'il cherche une solution? Est-ce qu'il crée des emplois? Est-ce qu'il valorise notre main-d'œuvre? Pas du tout. Au contraire, il dévalorise la main-d'œuvre locale en la mettant directement en concurrence avec les jeunes professionnels étrangers. Avec la politique de ce gouvernement, les jeunes n'ont plus confiance en l'avenir. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude de The Capitalist qui a annoncé en mai que nos jeunes sont les plus malheureux au monde. Et encore, on peut demander Cotmon Fauté. Ce gouvernement n'a même pas pris la peine de questionner les motivations des familles qui choisissent de quitter le pays. Et pour autant, les richesses humaines de notre pays sont notre plus grand atout. Nous, au prochain gouvernement, nous créerons des emplois de qualité. Nous investirons dans la valorisation des compétences locales à travers la formation et l'innovation. Nous garantirons un développement économique durable, équitable et qui pourra rendre fier chaque Mauricien et chaque Mauricienne. En parlant d'économie durable, si ce gouvernement voulait réellement une économie résiliente, il aurait d'abord commencé par considérer de réformer notre mode de comptabilité nationale. La Banque mondiale elle-même dit qu'il nous faut inclure des éléments de mesure qui permettent de mesurer justement comment est utilisé notre capital naturel pour savoir si nous pouvons continuer à l'utiliser comme nous le faisons. On ne peut continuer à penser que détruire nos écosystèmes naturels qui nous rendent des services et permettent cette fameuse croissance, qu'en faisant cela, notre économie sera résiliente. La Banque mondiale elle-même dit que nous ne pouvons pas continuer comme cela. Ce n'est pas soutenable. Chaque année, je reviens avec cette suggestion et j'ai posé la question au ministre de savoir s'il compte utiliser la méthode de comptabilité proposée par les États-Unis, le System of Environmental Economic Accounting, mais visiblement, il préfère rester avec le mode de comptabilité traditionnel pour mesurer la croissance. Pourtant, Maurice était le premier pays à aller dans cette direction en 2012. Un rapport financé par l'Union européenne, la COI et la Banque mondiale avait été produit pour pouvoir intégrer cette méthodologie dans notre comptabilité locale. Mais contre l'intérêt de tous, le MSM a choisi de l'ignorer. Pourtant, l'utilisation de ce système de comptabilité aurait obligé le gouvernement à intégrer l'environnement et le social dans toutes ses décisions et aurait évité que nous soyons aussi vulnérables aujourd'hui face aux conséquences du réchauffement climatique. Après la mort l'artisane, le gouvernement vient maintenant avec l'annonce de 300 milliards pour faire face au réchauffement climatique. Ce qui m'amène aux habituelles incohérences du gouvernement sur la protection de l'environnement. Ce budget prévoit la création d'un Climate and Sustainability Fund de 3,2 milliards jusqu'à 2030, mais qui était déjà annoncé fin 2020. Et il existe déjà un National
Environment and Climate Change Fund, dont la plupart des fonds alloués chaque année sont alloués à des projets qui n'ont rien à voir avec notre résilience climatique. L'an dernier, sur 1,6 milliard alloués à ce fonds, 523 millions étaient alloués à des projets d'embellissement et de nettoyage qui n'ont donc rien à voir avec notre résilience climatique. Est-ce que cette fois, ce sera différent? Pas de détails cette année. Nous savons juste que sera mis en place un partenariat privé-public à travers un comité pour décider comment seront alloués les fonds. Et les parlementaires n'ont pas leur mot à dire dans le choix de ces dépenses. Depuis 2021, j'ai demandé au Premier ministre de mettre en place un comité parlementaire pour l'environnement et le changement climatique afin d'inclure l'opposition dans les décisions concernant les dépenses des fonds liés au changement climatique. Mais comme ce gouvernement n'aime pas quand la démocratie fonctionne, il n'a rien fait et a ignoré. Un gouvernement donc qui aime s'entendre dire qu'il protège l'environnement, mais qui en réalité fait tout son contraire et cherche ensuite des solutions miracles pour réparer ses erreurs. Un exemple parmi d'autres d'une de ces incohérences, il vient encore une fois faciliter les constructions à la section 146 et probablement sur les zones écologiquement sensibles, comme il a l'habitude de le faire, puisqu'il semble que les études environnementales seront bâclées, malgré le contexte de crise écologique. Les licences IAE continueront à être distribuées comme des petits pâtés aux compagnies qui voudront bien passer par l'étude de notaire du ministre de l'Environnement. Gratte mon dos et je gratterai le tien, comme dit le proverbe latin. Concernant l'érosion des plages et l'idée de génie de remettre d'actualité l'extraction de sable dans nos lagons, pourrait-on savoir quelles études ont été faites avant de venir de l'avant avec cette annonce? Qu'elles soient rendues publiques, si elles existent. Au cas contraire, une recherche toute simple montre que les études scientifiques affirment que l'extraction de sable du lagon pour réhabiliter les plages érodées va avoir des conséquences néfastes sur la faune et la flore marine, sur la dynamique des courants marins et va accélérer le problème de l'érosion. Le ministre de l'Environnement de l'époque, mon collègue Rajesh Bhagwan, avait pris en 2021 la décision difficile mais nécessaire de faire cesser cette pratique pour protéger notre lagon et le gagne-pain des pêcheurs. Aujourd'hui, avec ce gouvernement, nous reculons de 20 ans. Et s'il fallait encore convaincre de cette absurdité, un océanographe qui travaille d'ailleurs en collaboration avec le gouvernement sur plusieurs projets le dit lui-même, ouvrez les guillemets, extraire le sable des zones du lagon augmente l'érosion et détruit la capacité de régénération des lagons. Cela aura des effets catastrophiques sur l'environnement, accélérant les impacts négatifs du relèvement de la mer. Fin de citation. Pour justifier cette démarche, le gouvernement prend l'exemple des Maldives. Mais il ne dit pas qu'il y a eu contestation et même démission d'un cadre de l'Environment Protection Agency aux Maldives quand un permis IAE pour permettre l'extraction de sable a été accordé en dépit des mises en garde dans le rapport IAE lui-même. Le ministre de l'Environnement devrait en prendre de la graine. Ce n'est certainement pas ici qu'on verrait le ministre de l'Environnement démissionner ou même défendre l'intérêt de l'environnement. Il est trop occupé à défendre d'autres intérêts. S'il n'a pas daigné démissionner face à un cas flagrant de conflit d'intérêts, on oserait croire qu'il le ferait pour la biodiversité. Cette mesure est d'ailleurs en contradiction totale avec l'ambition de repeupler et réhabiliter le lagon. Le gouvernement veut extraire le sable corallien, mais en parallèle, il veut faire 250 fermes pour cultiver les coraux. Pyromane et pompier à la fois. Les mêmes médifés, les mêmes rôles de faire croire les boutins édifés. Aussi, faire des fermes de coraux sans s'attaquer au problème de la pollution qui rentre dans nos lagons, c'est un non-sens total. Tout est interconnecté, de la montagne jusqu'au récif. Tant que ce gouvernement ne comprendra pas que respecter l'interconnexion des écosystèmes est essentiel pour la gestion intégrée de la zone côtière, l'argent continuera à être jeté par la fenêtre et on ne pourra pas parler de développement durable. La réhabilitation du littoral est elle aussi annoncée dans chaque budget. Mais de l'autre côté, le gouvernement continue de permettre les constructions à moins de 100 mètres du high water mark,
des constructions qui se font souvent sans études environnementales au préalable, puisqu'il n'a pas amendé le seuil de 50 unités, des constructions qui se font sur les zones écologiquement sensibles, qui détruisent les dunes de sable et donc accélèrent l'érosion. Quelle ironie quand on sait que de l'autre côté aujourd'hui, ils prétendent vouloir remédier au problème de l'érosion. Par ailleurs, l'an dernier était annoncé que 21 km de littoral endommagé seraient restaurés. Qu'est-ce qui a été fait en réalité? Uniquement 1,6 km de bambous vieilleux à Anse jonché. 1,6 km sur 21 km annoncés l'an dernier. Autre exemple d'incohérence et de manque de volonté. D'un côté, le gouvernement parle année après année de reforestation sans que l'on ne voit quoi que ce soit se concrétiser. Mais de l'autre côté, il continue d'enlever les forêts pour divers projets comme à Chamarel, à la Vigie, à la Marie et j'en passe. L'an dernier, à la section 222, il était annoncé que 1 million d'arbres devaient être plantés. Quel bilan? Zéro. Toujours l'an dernier était annoncée la destruction risible du bâtiment Emmanuel Anctil pour y planter une forêt endémique. À moins que ce gouvernement expert de l'illusion soit passé par là, mais il me semble bien que le bâtiment soit encore présent et qu'aucune forêt n'y a été plantée. Cette année, rebelote, le ministre annonce l'augmentation de la couverture forestière de 100 hectares par an, mais sans aucun bilan de ce qui a été planté pour l'an dernier. Les développements de plus de 5 arpents devront avoir 4% d'arbres endémiques. 4%, ça s'appelle des micro-plantations, monsieur le ministre, pas de la reforestation. Donc, de quelle reforestation le gouvernement est-il en train de parler? Surtout quand, dans l'annexe du budget, à la section C26, on peut voir qu'il autorise maintenant discrètement la destruction d'arbres protégés. Je vais changer d'environnement pour aller du côté de l'océan. Nous venons de célébrer samedi dernier la Journée mondiale des océans. C'est connu, notre biodiversité marine est menacée d'effondrement. Et qu'est-ce que fait ce gouvernement? Il autorise à travers la section C27, si je ne me trompe pas, de l'annexe du budget, l'utilisation de filets de pêche de grande taille, large scale drift nets et des demersal troll nets, des filets qui vont encore détruire la faune et la flore marine, la biodiversité, les écosystèmes marins. Ces filets vont ramasser toutes sortes d'animaux, les tortues, les dauphins, les requins, les baleineaux, mais aussi les poissons en danger d'extinction. Et nous savons que le thon albacore est en grand danger. Les filets de fond vont tout écraser sur leur passage. C'est quand même incroyable que ce gouvernement permette cette pratique alors que notre biodiversité marine menace de s'effondrer à cause de la pollution et du réchauffement climatique. Et que pour autant, c'est bien elle qui pourrait nous sauver de cette situation. Je ne comprends même pas que le ministre de l'Environnement puisse laisser passer une telle absurdité. Mais personne ne peut plus s'étonner puisque, comme je le disais, notre environnement ne semble pas l'intéresser. C'est son travail de notaire qui est plus important. La part d'énergie renouvelable est, elle, en déclin. Plus personne ne peut s'étonner que l'environnement n'intéresse pas notre ministre concerné et plus personne ne s'étonne non plus d'entendre encore cette année, à la section 204C, que 2500 panneaux solaires seront installés sur les maisons, les toits des ONG, les institutions charitables et religieuses. 200 écoles devaient être équipées en panneaux solaires l'an dernier. Qu'est-ce qu'il en est? Zéro. Malgré tout, le gouvernement ambitionne toujours d'arriver à 37,7% d'énergie renouvelable en 2025 dans le mix d'électricité, excluant la biomasse, si je me fie au discours du ministre Diolo Jonga l'an dernier. Mais quand on regarde les chiffres, en 2013, la part d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité était de 23,4%. En 2013, 23,4%. En 2022, c'est passé à 17,4%. Et en 2023, on arrive à
15,6% selon les chiffres à la page 225 des Estimates. On est passé de 23,4% en 2013 à 15,6% en 2023. En 9 ans, nous avons reculé de 8%. Et le ministre nous dit qu'on va arriver à une part d'énergie renouvelable de 37,7%, excluant la biomasse en 2025. Mais dans quel monde est-ce qu'il vit? Où est-ce qu'il trouvera concrètement les 22,1% supplémentaires en un an? Nous voudrions que ce soit possible. Nous sommes 100% en faveur des énergies renouvelables, mais au vu des chiffres, ce n'est pas réaliste. Et au vu des actions aussi, au vu des faits, au vu de la façon dont ils gèrent les projets d'énergie renouvelable. Pour rappel, Corex Solar est supposé fournir 70 MW d'énergie solaire sur le réseau. Nous avions tiré la sonnette d'alarme sur les irrégularités autour de l'octroi de ce contrat. Mais le ministre a persisté. Et où ça nous a menés aujourd'hui? Nulle part. Plus d'1 an est passé depuis la signature du contrat entre la CEB et cette compagnie. Et la compagnie n'a toujours pas de terrain pour faire son projet, aucun permis pour démarrer, alors que le projet est supposé commencer à opérer en février prochain. Au lieu de prendre des actions contre la compagnie, c'est contre les dénonciateurs que le ministre met des cas en cours. Le monde à l'envers. Si le ministre nous avait écoutés et avait refait un appel d'offres en bonne et due forme, nous n'aurions pas perdu tout ce temps et 70 MW d'énergie solaire supplémentaire seraient disponibles. Concernant le liquid natural gas, dans les estimates de l'an dernier à la page 235, dans ce qui établit la direction stratégique du ministère, il était prévu de mettre en place des LNG power plants. Et cette année, disparu. On n'entend plus parler, aucune mention. Le député Adila Miabia en tombe, tellement c'est extraordinaire que le gouvernement manque autant de planification et de vision. Avec un tel recul de la part d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité en 10 ans et avec une si mauvaise gestion, on peut dire que la politique du gouvernement concernant l'énergie a été un échec. Et s'il faut parler de l'engagement pris pour la décarbonisation du parc automobile, c'est la même chose. Dans le cadre des engagements pris à la COP26 de réduire 40% les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement a misé sur la décarbonisation du transport. Dans le budget dernier était annoncée l'acquisition de 200 bus électriques pour la CNT. Qu'est-ce qu'il en est? Un bus électrique pour la CNT aujourd'hui, un seul. 163 bus de la CNT ont dépassé l'âge de 16 ans. Et chaque année, grâce à une dérogation de la NTA, ils peuvent toujours rouler et polluer. Encore une belle promesse non réalisée, donc, et il semblerait que les autorités soient en train de commander une 50aine de bus thermiques, pas électriques, donc. J'ai posé une question au ministre concernée le 11 avril dernier sur cette nouvelle acquisition de bus thermiques, et je suis toujours dans l'attente d'une réponse. Échec de la politique concernant l'énergie, mais aussi échec de la politique de gestion du plastique. Le 21 février 2021, le ministre de l'Environnement, Leonora Bramano, a annoncé en conférence de presse que la commercialisation, la production et l'importation des bouteilles PET, dont 130 milliards sont produites au niveau local, seraient interdites à Maurice. 3 ans plus tard, non seulement il n'en parle plus, mais il enlève la taxe. Oui, non seulement il n'en parle plus, mais il enlève la taxe. À la section 240A, il enlève le levy sur les PET bottles. Quelle ironie. Budget après budget, on annonce des mesures sur le recyclage du plastique, qui peut se recycler que 3 fois en passant, mais de l'autre côté, la politique de la gestion du plastique est un échec total. Vous vous souvenez encore de l'interdiction du plastique à usage unique qui avait été annoncée par le ministre en 2021, qui devait entrer en vigueur en janvier 2022, pour ensuite être repoussé à janvier 2023 et finalement carrément repoussé à après les élections en février 2025. Une fuite en avant. La responsabilité élargie du producteur, c'est du réchauffé aussi. La séparation des déchets à la source, pareil, est attendue depuis 2019. L'an dernier,
162 segregation bins on public beaches étaient annoncés et sont toujours attendus. Donc non seulement rien en 10 ans n'a été fait pour permettre la séparation des déchets à la source et soulager le site de Marchicose, surtout quand on sait que 60% des déchets qui vont à Marchicose, ce sont des déchets verts qui auraient pu être utilisés pour le compost et pour les fertilisants. Donc non seulement rien n'a été fait pour la séparation des déchets, mais pour compenser son manque de vision et de planification, le gouvernement vient encore avec ce qu'il croit être des solutions miracles. Cela fait des années que les experts anticipent la saturation du site de Marchicose. 3 ans que le site de Marchicose est effectivement déjà saturé. 6 ans que le contrat du gestionnaire est terminé. Et que fait le gouvernement? Il accorde un contrat de 70 millions sous la procédure d'urgence au joint venture Sotravic et Netotech pour faire de nouveaux espaces vides à Marchicose. Voilà sa nouvelle solution miracle. Et par magie, on n'entend plus parler de l'extension verticale qui était sa précédente solution miracle. Beaucoup de temps de perdu, mais la séparation des déchets à la source sera implémentée par le prochain gouvernement, qui est de ce côté de la Chambre. En résumé, des mesures réchauffées, pas implémentées, et encore et toujours les incohérences concernant la protection de l'environnement, alors que nous faisons face à une crise climatique. La jeunesse, c'est elle qui fera de plus en plus face aux effets du réchauffement climatique. La jeunesse comprend que c'est aussi son avenir qui est en train d'être hypothéqué aujourd'hui. Elle en tiendra certainement compte une fois dans l'isoloir pour donner son vote. Et elle n'est pas la seule. Les femmes aussi en tiendront compte. Les quelques mesures pour le bien-être des femmes illustrent à quel point ce gouvernement ne connaît pas la réalité des femmes, surtout les plus vulnérables, aussi celles de la classe moyenne, de la classe des travailleurs. Pourquoi avoir attendu 2024 pour donner des serviettes hygiéniques et uniquement aux filles de grade 6 à 13 pour pouvoir changer leurs serviettes hygiéniques? Encore faut-il qu'elles puissent le faire dans des conditions hygiéniques. Mais comment le faire quand on voit l'état des toilettes dans les collèges d'État et quand l'eau ne coule que parfois? À l'école Floréal SSS, dans la circonscription numéro 16, non seulement les toilettes sont dans un état pitoyable, mais aussi les filles doivent changer leurs serviettes hygiéniques dans le noir, puisque l'école est privée d'électricité depuis des mois. Elles doivent changer leurs serviettes hygiéniques dans le noir. Ce manque d'espace approprié pour changer les serviettes hygiéniques s'applique à beaucoup de femmes. Est-ce que ce gouvernement pense aux femmes laboureurs, aux femmes chauffeurs de bus qui n'ont pas d'endroit, bien souvent, pour changer leurs serviettes hygiéniques, pour se laver? Le gouvernement, surtout le Premier ministre, avait dit « Moi, encourage les femmes, faire des petits bébés pour gagner des ressources humaines ». Donc le gouvernement veut que les femmes mauriciennes fassent plus d'enfants, mais ne leur permet pas d'accoucher dans des conditions saines et respectueuses dans nos hôpitaux. Combien de femmes touchant le revenu minimal garanti m'ont partagé avoir pris des emprunts pour pouvoir accoucher dans une clinique, de peur qu'elles-mêmes ou leur bébé ne sortent pas vivants de l'hôpital. Et certains dans ce gouvernement veulent profiter de la misère de ces gens pour se faire de l'argent en construisant leur propre clinique privée au lieu d'améliorer les soins dans nos hôpitaux. On dit aux femmes de faire des enfants, mais on ne leur procure pas de l'aide après l'accouchement. Le congé de paternité de 1 mois était annoncé depuis 2020, mais la loi n'a jamais été modifiée et le ministre a le toupet de revenir avec cette annonce après 4 années en faisant croire à une nouveauté. On dit aux femmes de faire plus d'enfants, mais le gouvernement ne leur dit pas comment elles arriveront à remplir leur caddie. Il ne dit pas comment il va freiner l'augmentation des prix. Le gouvernement veut que les femmes fassent plus d'enfants, mais ne permet pas à leurs enfants d'avoir des loisirs.
Le multipurpose complexe sportif de Glen Park, dans la circonscription numéro 16, est fermé depuis 2 ans. Et quand il ne l'est pas, il ferme à 15 heures, à l'heure où les enfants rentrent de l'école et cherchent une activité saine à laquelle ils peuvent s'adonner. Le centre communautaire de réunion est fermé depuis des années. Les terrains de jeu sont inutilisables. L'herbe pas coupée sur les terrains de foot, mal éclairés, surtout ceux de résidence Loiseau et Mangalcan. Le gouvernement dit aux femmes de faire des enfants, mais ne dit pas comment il va améliorer la qualité du système éducatif. Non seulement la qualité de l'enseignement, mais aussi des infrastructures. Comme je disais, l'école Floréal SSS est dans le noir depuis des mois. Et ensuite, ce gouvernement vient parler de développement quand des écoles n'ont pas d'électricité en 2024. Et au lieu d'améliorer nos écoles publiques, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il donne une déduction de 60 000 roupies de la taxe pour la scolarité dans les écoles privées. Ici encore, comme pour la construction des nombreuses cliniques privées que le gouvernement a systématiquement encouragées au lieu d'investir dans nos hôpitaux. Ici encore, est-ce que ce ne serait pas plus responsable d'investir avant tout dans le système éducatif public dans le but de l'améliorer? Système éducatif qui n'est pas gratuit en passant, comme le prétend le ministre. Les frais d'administration s'élèvent autour de 30 000 roupies par année à l'Université de Maurice, et je ne parle même pas des frais d'examen. Le gouvernement veut que les femmes fassent plus d'enfants, mais ne leur dit pas comment il va résoudre le problème de la drogue. Plus personne n'ose espérer que le MSM envisage de combattre les trafiquants de drogue quand on voit comment il les protège. Le dernier en date était le fameux Franklin, mais personne aussi n'oublie les enfants Lacaze qui avaient importé de la drogue dans des bonbonnes de gaz pour l'hôpital. L'argent retrouvé dans la tractopelle qui n'est pas passé par les rayons X et contenant 95 kilos d'héroïne. Les frères G qui ont eu 14 millions de loans. Le fameux Perumal qui a dit que le Premier ministre finance l'importation de la drogue. Le rapport Rowe et ensuite le rapport Lam Changlin ont clairement établi les liens entre les trafiquants de drogue et les membres du MSM. Le gouvernement dit aux femmes de faire plus d'enfants. Excuse me. Can I interrupt you on that point? Le Premier ministre qui finance l'importation de la drogue? But any report may say that. There is no proof of it. You withdraw that instantly and apologize for that. I withdraw. And you apologize. I apologize. Le gouvernement dit aux femmes de faire plus d'enfants, mais ne les aide pas à avoir un emploi stable. Le gouvernement dit aux femmes de faire plus d'enfants, mais ne leur garantit pas un salaire égal pour un travail égal dans le secteur privé. Le gouvernement dit aux femmes de faire plus d'enfants, mais fait la place pour les travailleurs étrangers. Quel travail auront leurs enfants quand le gouvernement libéralise à l'extrême le marché de l'emploi en faveur des travailleurs étrangers? Le gouvernement dit aux femmes de faire plus d'enfants quand le taux de chômage risque d'augmenter face à la politique d'ouverture dangereuse et débridée aux travailleurs étrangers. Et qui dit augmentation de chômage, dit augmentation des fléaux et de la violence. Le gouvernement dit aux femmes de faire plus d'enfants. Mais combien ont tous les jours peur pour leur sécurité et ne peuvent quitter leur foyer conjugal par manque de soutien financier et d'endroits où habiter? Ce n'est certainement pas 5 000 roupies qui va les encourager. Et Dieu sait quel parcours du combattant ce sera pour avoir accès à cet argent. Le gouvernement dit aux femmes de faire plus d'enfants, mais combien parmi celles aux faibles revenus attendent encore un logement depuis des années? Combien habitent encore dans des maisons avec de l'amiante, une substance nocive pour la santé et l'environnement? À Henrietta, dans la circonscription numéro 16, encore de nombreuses familles n'ont pas d'autre choix que de vivre dans leurs petites maisonnettes avec de l'amiante et des maisonnettes qui tombent en ruine. Pas d'autre choix, surtout, que d'y vivre avec leurs enfants. Il y a quelques semaines, je rendais visite à une jeune maman vivant dans une de ces maisonnettes avec un bébé d'1 an. Le gouvernement leur a fait toutes sortes de promesses et puis les a abandonnées. Et cette année, plus aucune mention des maisons avec de l'amiante dans le budget. Combien de femmes sont désespérées de voir leur maison inondée à chaque grosse pluie et attendent depuis des années une maison de la NHDC? Le gouvernement dit aux femmes de faire plus d'enfants, mais il met une dette de plus de 470 000 roupies sur la tête de chaque enfant à naître. Le gouvernement croit vraiment que ce sont dans ces conditions qu'elles voudront enfanter? Mais le gouvernement est complètement déconnecté de la réalité. Je le redis, le socialisme à la MSM n'est pas du socialisme du tout.
La population, on a assez d'entendre chaque année les mêmes refrains sur le barrage de Rivière des Anguilles, sur des drains à coups de milliards qui n'empêchent pas les inondations, sur l'eau 24/7, sur le remplacement interminable des vieux tuyaux, sur le nombre ronflant de maisons, de construction de maisons annoncées depuis une éternité. La population veut du vrai, veut des mesures qui puissent la soulager, que leurs conditions de vie soient améliorées. La population veut pouvoir remplir son caddie de supermarché sans devoir remettre des produits sur l'étagère au passage à la caisse. Elle veut un réajustement des salaires, un accès amélioré à Internet, une réforme de la NLTA, une baisse des prix sur l'essence et le diesel, une vraie égalité des chances, un frein à la dépréciation de la roupie, un meilleur pouvoir d'achat, une réduction des prix. Ce sont ce genre de mesures que la population attendait et c'est le prochain gouvernement qui est de ce côté qui va les lui apporter. Je vous remercie.